Et bonjour et toujours bienvenue sur la mécanique universelle, le site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer de façon logique, raisonnable, que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement depuis qu'elle s'est séparée des autres primates, depuis que nous nous sommes distingués des autres primates, depuis que nous nous sommes désolidarisés des lois de la nature pour adopter, pour créer, à partir justement des lois de la nature, les lois de la culture, qui sont une déclinaison des lois déjà présentes dans la nature. Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour comprendre ce que je veux dire par là. Et donc, à partir du moment où nous nous sommes distingués des autres primates, de nos cousins, singes, chimpanzés, etc., bonobos, dont nous avons gardé quelques caractéristiques profondes, et nous évoluons progressivement depuis cette époque-là. Nous évoluons progressivement, intuitivement, sans le savoir, vers notre ultime perfection. Cette ultime perfection, nous arrivons pas loin de cette concrétisation. Quelques siècles peut-être. À mon sens, c'est ma vision. Parce que là, par contre, on peut arriver à décrire l'évolution de l'humanité, le sens qu'elle a, le sens caché, le sens inapparent, ça c'est possible. Mais le temps de sa concrétisation et le fait de penser qu'on y parvient à 100%, que ça soit 100% la réussite, rien ne peut le démontrer de façon claire. Il y a effectivement, peut-être même si, selon moi, c'est inexistant, mais il y a peut-être la possibilité de l'échec. D'autant que maintenant, nous avons créé, depuis une centaine d'années, les moyens de nous autodétruire, alors qu'ils n'existaient pas, ces moyens-là, au siècle il y a 3, 4, 5 siècles ou 1000 ans en arrière. On n'avait pas nous-mêmes la possibilité de nous autodétruire. Mais en réalité, cette possibilité est là, mais l'homme dépasse toutes ces contradictions, ces violences, ses propres violences, et pour aller vers sa finalité. Alors cette finalité, c'est la paix universelle, la fraternité, le fonctionnement autour des organismes que nous avons déjà créés. C'est quand même incroyable que depuis 300 000 ans d'évolution, peut-être davantage, je ne sais pas, je m'en souviens plus depuis quand on calcule, depuis quand nous pensons nos origines. Bon, bref, peu importe. Que cette évolution, depuis que nous avons mis en œuvre le progrès, la forme de progrès, et d'ailleurs, toutes les formes de progrès, le fait de nos frères humains qui étaient à l'origine, par exemple, et qui ont travaillé à ce que nous puissions tenir correctement les choses en main, à faire évoluer notre corps, tout simplement, eh bien, il participait du progrès comme celui qui a inventé, comme la période qui a inventé la roue ou la culture ou je ne sais pas moi, la médecine, etc., etc. De la même manière, c'est nos ancêtres qui sont allés s'adapter à tous les continents, etc. Tous
tous ceux qui sont passés et qui passent sur cette planète, qui apparaissent dans la société humaine, travaillent à l'évolution de l'humanité. Alors, cet ouvrage, je travaille donc sur à partir de cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations, et c'est l'évolution en même temps de ce concept d'humanité qui est assez récent dans l'humanité déjà, hein, même si peut-être que à l'origine des mythes, déjà là, il y avait une vision universelle dans les premières religions tribales, etc. Il y avait une vision sans doute universelle, mais le fait que cette idée que nous faisons partie d'une humanité entière, c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est pas c'est un siècle, on pourrait dire, de façon répandue, évidemment. Parce qu'au XIXe siècle, la philosophie avait cette vision universelle, avait cette vision que le progrès entraînait progressivement l'humanité vers sa perfection. Cette conscience-là, elle était présente au XIXe siècle, et c'est ce que démontre bien René Jean Dupuy, qui est un livre extraordinaire. Pour ceux qui s'intéressent à la théorie que je développe, l'humanité va vers son ultime perfection, cet ouvrage-là vous éclaire, mais d'une façon incroyable. Et donc, il a été écrit dans les années 90. Voilà. Alors, j'en suis ici, après le rêve, la référence. Alors, je commence à lire, je découvre en même temps, et je commente si le cœur m'en dit. L'humanité ne déserte plus l'imaginaire, et pourquoi ça serait flou tout ça, voilà. L'humanité ne déserte plus l'imaginaire des nations. Elles ne peuvent éviter d'y faire référence, les nations. Et il a écrit ça en 1990. Donc le monde de l'URSS, le monde communiste, était en train de s'écrouler. Et progressivement, le libéralisme, le capitalisme, son ennemi juré, avait, dans la compétition violente, l'avait emporté, avait terrassé son adversaire, comme nos cousins primates se comportent. Hein. C'est-à-dire, il y a un dominant, un système, un dominant, et des prétendants qui essayent de le renverser jusqu'au moment où il est suffisamment fatigué, épuisé, ou il est un peu plus faible, ou quoi que ce soit, et il est renversé par un prétendant qui prend sa place et qui rentre dans un état de toute puissance pendant un certain temps. C'est exactement ce qu'a fait le capitalisme. Il est rentré dans un état de toute puissance dont nous essayons de sortir péniblement. Là, ça fait 30 ans de toute puissance, ça fait 30 ans que le libéralisme occidental, on pourrait dire, se tape sur la poitrine en courant et en gesticulant dans tous les sens. Voilà. Et en abusant de tout le groupe humain qu'il a qui passe à sa portée. Voilà. Bref. Donc, dans les siècles passés, les nations interrogeaient philosophes et moralistes. Les gouvernants n'avaient point à se soucier de son destin. Dans le règlement des affaires internationales, les États ne concevaient pas que leurs décisions puissent affecter l'avenir de l'espèce humaine. Il n'y avait pas cette vision justement d'interdépendance que nous connaissons aujourd'hui. Là, nous savons que tout
convergent pour qu'on ait cette vision universelle, cette vision unifiée de l'humanité. On sait très bien que si une partie du monde continue à je ne sais pas moi, voilà, si le Brésil décide de détruire la forêt amazonienne, ben, l'ensemble du monde va être obligé de se révolter parce que c'est quelque chose qui impacte entièrement l'humanité. S'il y a des problèmes avec la mer, maintenant, les mers communiquent, on voit que, etc., etc. Donc on sait qu'on est interdépendant. Et la catastrophe va nous obliger à devenir de plus en plus interdépendants. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau de conscience suffisant pour dire on fonctionne, ok, on arrête de fonctionner de façon antagoniste en se tapant sur la tête, en décrétant des guerres, en semant le chaos, et puis il faut reconstruire, etc. C'était notre moyen d'évoluer pendant des milliers d'années, depuis que nous sommes en grande société, organisés en grande société. Donc on était dans un système, un dominant prenait le leadership, un coup c'était les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Hébreux, les Hittites, les, les, de- les Chinois, les Huns, bon bref, voilà. À chaque fois, il y a un système, plus ou moins un système dominant ou quelques systèmes dominants. Après, ce fut les Romains. Après les Romains, les Occidentaux. Voilà, les derniers en liste, c'était ça. Et maintenant, eh ben, c'est eux qui doivent fermer la marche de l'évolution par impérialisme. C'est clair qu'on se rend compte que c'est fini cet état-là, qu'un système impérial qui écrase tous ses adversaires, dès que quelqu'un bronche, on le menace, on le neutralise. Ce genre d'évolution est voué à son extinction. Alors ça peut s'éteindre rapidement ou prendre 10 ans, 20 ans, 50 ans, peut-être un siècle. Peu importe, l'humanité a le temps dans son évolution. Mais quoi qu'il arrive, on devra dépasser cet état-là. Voilà. L'Occident devra céder la place à un fonctionnement universel. C'est notre destin et donc on ira dans ce sens-là. Et donc, voilà, on voit bien que maintenant, notre interdépendance est complètement éclairée dans l'humanité. Voilà. Et les jeunes qui arrivent sur cette planète-là, qui ont tous accès aux médias, donc à la visibilité du monde, aux réseaux sociaux, donc à la capacité de se parler, de se rencontrer, etc., au voyage aussi, etc., etc. Donc on voit que c'est que maintenant l'avancée va vers cette prise de conscience de notre sens. Jusqu'à présent, nous avons évolué de façon inconsciente, sans savoir réellement ce que nous réalisions, alors que ça se déroulait quand même, on allait dans un sens, on a toujours évolué dans le même sens, dans ce sens de la perfection, de l'ultime perfection, et maintenant il est temps de pouvoir commencer à évoluer, à prendre conscience de notre évolution, pour travailler de concert, pour évoluer ensemble. Voilà. Alors, dans le règlement des affaires internationales, les États ne concevaient pas que leurs décisions puissent affecter l'avenir de l'espèce humaine. Leur pouvoir n'en atteignait jamais qu'une partie. Les deux conflits mondiaux eux-mêmes n'ont pas évacué chez les belligérants l'idée qu'une fois la paix revenue, c'est entre les intérêts nationaux qu'il conviendrait de retrouver des équilibres
salutaire. Voilà, il a tout compris. C'est un génie, René Jean Dupuy, méconnu et sous-estimé par la société, comme bien souvent. Voilà, pour l'instant, et donc je suis content de lui rendre hommage à travers cet ouvrage, à travers ces vidéos. Donc, voilà, on revenait à cette époque-là aux intérêts nationaux. C'est ce qui s'est passé après la guerre 39-45, le désastre. On est revenu aux intérêts nationaux. Mais le tribunal international pour les crimes contre l'humanité a été créé. Et ça, c'était quelque chose d'inouï dans l'évolution. D'un seul coup, on était obligé de se regarder en face, en fait, et de regarder notre cruauté. Voilà. Et on a commencé à s'organiser pour aller vers pour un fonctionnement qui, normalement, devait préserver l'Europe de sa propre violence, en passant au niveau continental, au niveau européen. Et on voit aujourd'hui que l'état d'esprit, c'est une question d'état d'esprit, bien entendu. Nous avons ce fonctionnement européen. Mais il suffit qu'un moment belliqueux revienne, et c'est ce qui est en train d'arriver. Le moment belliqueux s'est imposé entre les Russes et l'OTAN, et on voit à quel point les belliqueux reprennent le pouvoir, comme dans les années 30, comme dans les années 10, 11, 12, 13, avant la guerre 14. Le mouvement belliqueux, les belliqueux avaient le vent en poupe, et ceux qui étaient pour une conflagration avaient pris le pouvoir, et la conflagration a eu lieu, évidemment. Si c'est eux qui ont le pouvoir, eh bien, si les belliqueux ont le pouvoir, chose qui en ce moment semble être d'actualité, au moins du côté de l'OTAN, il y a un côté extrêmement belliqueux quand même, hein, dans le frontalier de l'Ukraine est extrêmement belliqueux. Et ben voilà, hein, on verra. L'humanité évolue autant par la violence que par la paix. Hein. Donc, s'il faut passer par la violence, si à un certain moment, pour passer encore un échelon, il faut passer par un moment violent, ben, c'est ce qui s'impose. L'humanité ne se trompe pas. L'évolution de l'humanité, parfois, elle doit passer par la violence parce que la conscience humaine est encore trop faible, trop basse pour prendre conscience que c'est absurde. Donc, c'est comme ça quand un gosse dans la cour de récréation joue les gros bouts durs, les gros bras. Ben, tant que il n'entend pas le sermon de l'instit qui lui dit que ça finira mal, s'il l'entend, c'est parfait, mais ça veut dire que son niveau de conscience est suffisant pour l'entendre. S'il est sur l'instinct, il faudra qu'il aille à la confrontation et à la punition et à la fin pour sortir de ça. L'humanité n'était pas perçue pour elle-même. On pensait qu'elle ne tirerait que profit d'un aménagement durable des rapports entre États. Son sort ne pouvait être qu'un sous-produit d'un règlement de type westphalien. Hiroshima et Nagasaki avaient été considérés comme des applications locales d'une technique de destruction avantageuse, réduisant le nombre de bombes et d'avions nécessaires de plusieurs milliers à l'unité. C'est comme ça qu'avait été pensé. Eh bien, c'est incroyable. C'est quelque chose quand même. Voilà comment ça a été réfléchi, donné. Et alors que c'est un crime contre l'humanité absolu, puisque
c'est complètement à- hors la guerre, hors les lois de la guerre, puisque ça tuait des gens qui n'y étaient pour rien, des civils qui n'avaient rien demandé. Donc c'était vraiment c'est une des cruautés les plus monstrueuses, hein. Voilà, il y en a eu quelques-unes avec ce qui s'est passé sous Hitler, et ça en fait partie malheureusement. Et pourtant c'est le côté qui se dit le plus, le plus humain. Et voilà, ça laisse à réfléchir. L'anéantissement de deux villes japonaises ne semblait pas compromettre plus que ceux de Coventry et de Dresde l'avenir humain. Dans cette démarche, l'ONU édifie les nations au-dessus de l'humanité et non l'humanité au-dessus des nations. Voilà, exactement. Et c'est ce que nous devons faire passer. Et nous ne sommes pas sortis de ça. Ça veut dire que l'intelligence n'a pas pris le pas sur les faucons, sur les belliqueux, sur les violents, sur les dominateurs, sur les esprits narcissiques, sur les esprits euh, psychopathes. Et parce qu'en fait, il faut être psychopathe pour pouvoir dire bon ben allez là-bas, vous rasez cette ville-là. C'est-à-dire que on a affaire à des penseurs, à des gens, à des états d'esprit qui ne peuvent pas élever leur esprit à la vie humaine. C'est rien. Ils sont obligés de ne pas penser qu'il y a des vies en dessous, qu'il va y avoir quelque chose de catastrophique, quoi. Et donc, et c'est là où il va falloir que l'humanité réfléchisse à la psychologie de ces dominants, parce que c'est là que ça doit se jouer. Des dominants, tant que les dominants n'auront pas acquis une psychologie démocratique, c'est-à-dire avec la conviction profonde inclue dans leur âme qu'ils sont élus pour faire le bien du peuple, que c'est le peuple qui est souverain, que c'est lui qui doit décider si on doit faire une guerre ici ou là ou quoi que ce soit. Tant que l'état d'esprit n'aura pas atteint ce degré-là, et le degré d'empathie nécessaire à un être humain, hein, eh bien, ce seront des psychopathes. Alors, ils sont parfois habillés avec des habits de généraux, mais parfois en costard-cravate, en costard en soie et avec des chaussures Weston, etc. Et ils se congratulent en souriant et ils ont l'air des enfants, ils ressemblent à des enfants doux et tranquilles et joyeux, etc. Et malgré tout, ils peuvent, sans aucun complexe, décider quelque chose de dramatique pour l'humanité. Et donc ça, on doit pouvoir le dépasser. Cependant, alors, des nations, on conserve l'objectif traditionnel, on fait la paix pour sauver les États. Le salut de l'humanité ne tourmente alors que le remords d'Einstein et d'Oppenheimer. Voilà. Et là, on a affaire à des humains, malgré tout, qui inventent quelque chose parce qu'ils sont contraints de l'inventer. Ça fait partie de l'évolution. Elle est là, cette évolution. Mais ils comprennent, ils comprennent la puissance de ce qui vient d'être inventé et qu'ils ne pouvaient pas ne pas inventer. Parce que l'homme était dans cet état-là. En face, il y avait ceux qui pouvaient aussi l'inventer avant eux, les Allemands par exemple, à cette époque-là, etc. Voilà. Et après, ce que les chefs d'État en font, c'est autre chose. C'est pas du même ressort. Et les chefs d'État ont le même problème, hein, c'est-à-dire que pour décider d'aller bombarder Hiroshima et Nagasaki, euh, il y a des complexités énormes qui sont derrière. Évidemment, on doit critiquer, on doit comprendre que
qui a ce côté psychopathologique. Mais ce côté-là, il est aussi dans l'humain. Il fait partie de l'humain d'être insensible à la souffrance d'autrui, insensible à la misère, insensible. Combien, voilà, nous sommes porteurs de ça. On sait très bien qu'on agit de façon injuste, qu'on ne partage pas assez, qu'on n'est pas, même si on n'a presque pas grand-chose, euh, on est tous dans cette, avec ce porteur de ces indifférences-là, qui font que, alors quelques saints, c'est la sainteté qui enlève, qui abolit ça. Quelques saints vont avoir cette empathie qui va faire Sœur Emmanuel, Sœur Teresa, l'abbé Pierre ou que sais-je, et qui ont une vision vraiment totale des choses. Mais bon, voilà, on est pratiquement obligé de penser, pardonnez-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, on est devant ce cas de figure. Cependant, la référence à l'humanité se fait de plus en plus fréquente. Le préambule de la charte la mentionne sans en tirer des conséquences particulières. La charte des nations de l'humanité, je ne sais pas laquelle. Mais cette mention est significative. C'est la première représentation de l'interdépendance des nations, englobée dans le contour planétaire. Dans un tel monde, les relations entre elles ne peuvent se réduire à des réseaux qui n'affecteraient que les parties à des contrats ou à des arrangements régionaux. Sans doute existera-t-il toujours des rapports de voisinage, mais eux-mêmes, notamment pour l'environnement ou la lutte contre une épidémie, tiens, incroyable. Alors, deux choses. Sans doute existera-t-il toujours des rapports de voisinage? Pas sûr. Il est vraisemblable. Moi, quand je pense à la finalité de l'humanité, une humanité qui a atteint son ultime perfection, dans 400, 500, 600 ans, ou peut-être 300 ans, peut-être 200 ans, je vois une humanité où tout est à disposition de tous. Une humanité complètement finie, finalisée, où il n'y a plus besoin de construire, parce que tout est construit pour toute l'organisation humaine est organisée, il n'y a plus qu'à entretenir un peu les choses. Et une humanité sans frontières, une humanité qui a complètement réglé tous ces problèmes. Alors quand même, c'est là où, pour l'environnement, où la lutte contre une épidémie, on ne parlait pas de ces épidémies-là dans les années 90. Donc, il y a quand même une puissance de pensée là derrière, hein, avec René Jean Dupuy. Hein, une sacrée puissance de pensée où la lutte soulève à l'heure actuelle des questions dont le règlement peut comporter des retentissements lointains, voire universels. Dès lors, la réserve des mythes traditionnels, errements anciens, recettes éculées, à la mesure des problèmes isolables et occasionnels, révèle son indigence pour l'imaginaire de nations appelées à s'ouvrir à la totalité du monde. Voilà, c'était encore, et c'est encore cet imaginaire. Il est là. On a monté un escalier depuis 1990, depuis cet ouvrage-là, l'humanité dans l'imaginaire des nations. On a monté un, peut-être deux, peut-être trois escaliers. Celui de la mondialisation, de l'idée d'un système mondialisé, peut-être celui de la fin de l'histoire dont parle Fukuyama, peut-être, etc., etc. On a monté le fait de gérer la pandémie de façon universelle, etc., etc. Vraisemblablement, on en est là. Mais l'idée d'un fonctionnement universel n'a pas pris complètement la place de ce nationalisme ou de cette clanicité, parce que par exemple,
Là, la guerre qui se passe, c'est l'esprit de clan. C'est des clans, hein, c'est des gangs. Voilà, c'est un système de gangs qui est en train de se mettre en place. Et ils sont bien habillés, mais ils se comportent exactement comme les gangs ordinaires à New York ou en Amérique latine. Ils sont exactement pareils. C'est la même, le même état d'esprit. Et donc, et on le voit, hein, ils se réunissent en gang, ils décident de telles stratégies, comment anéantir l'autre côté, l'ennemi, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... Et donc, ils ne sont pas montés, ces dominants-là, ils parlent de l'universalité, mais ils n'ont pas monté leur conscience à ce niveau. Ils en parlent bêtement, quoi. Ils en parlent comme, comme si on leur donnait un discours. Il y a des humanistes qui leur donnent des discours à ces hommes politiques. Ils vont sortir un discours et au final, il n'est pas incarné parce ils poursuivent des buts qui ne sont pas ceux de l'universalité. Parce que sinon, ils refusent la guerre, tout à fait. Et ils décident de fonctionner, de dire, bon, ben ça y est, maintenant, on va travailler ensemble à l'évolution de l'humanité, et puis c'est tout. Voilà, on va passer sur un autre type, une compétition ludique, autre chose, quoi. Voilà. Donc, dès lors, la réserve des mythes traditionnels, errements anciens, recettes éculées, etc., etc. La symbolique n'a plus pour sujet les seuls États. La communauté humaine est en train de concevoir les siens. Depuis 3 décennies, les Nations Unies ont lancé celui de la communauté internationale dans son ensemble. Depuis 3 décennies. Donc lui, il était en 90, donc dans les années 60. Et exactement, et maintenant on rajoute 3 décennies. Ça fait 6 décennies quand même. Hein. Ça fait beaucoup pour commencer à ouvrir un peu ses esgourdes, messieurs les dominants là. En son nom, elles énoncent dans de nombreuses résolutions des normes impératives de droit international général, véritables règles d'ordre public auxquelles ne peuvent déroger aucun traité, aucun comportement individuel des États, un droit communautaire universel, alors des États. Et voilà, et là on s'est constitué toutes les structures pour fonctionner universellement. Mais c'est encore squatté par des non-universels, par des non-unificateurs, par des clans, par des esprits de clans, voilà, par des thésaurisateurs de privilèges, par ceux qui désirent s'affirmer aux dépens des autres, de l'autre groupe humain qui est en face de lui, etc., etc. Un droit communautaire universel se met en place aux côtés du système classique de l'individualisme étatique. Leur enchevêtrement ajoute à la complexité structurelle du monde. Voilà, il y a la passation, alors ça je l'explique bien sur la mécanique universelle. En fait, dans cette chrysalide de l'évolution entre d'un primate naturel en humain abouti, dans cet état de chrysalide, les choses se chevauchent. Par exemple, le religieux a été fondamental le mythe a été très important, et puis il a chevauché le religieux pendant une période pendant la période de passage au religieux. Et puis le religieux, quand il est arrivé à son apogée, le laïc est arrivé et pendant un moment ils étaient ensemble avec une mauvaise cohabitation, je l'admets, mais parce que simplement, toujours, le niveau de conscience était bas. Mais voilà, il y a ce truc qui chevauche, et on le voit là. Le religieux est encore là pour garder comme garde-fou aux laïcs qui voudraient, pour plein de raisons. Voilà. Par exemple, une raison simple,
où le religieux, et il est important que le religieux soit encore, sans avoir de pouvoir, mais que son point de vue, certains de ses points de vue soient entendus par la société, sur certains plans. Parce que, par exemple, sa vision de l'humain, elle n'a rien à voir avec la vision du marché, que le marché a de l'humain, ou que l'ultralibéralisme a de l'humain. Donc il est nécessaire que le spirituel puisse dire, attention, vous touchez quelqu'un qui incarne le divin. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec l'être humain, avec l'animal. C'est pas que de la chair à canon, à saucisse, etc. Vous devez respecter la création et le principe créateur à l'origine, etc. Voilà. Et donc, il y a ce passage entre les deux. Alors, leur enchevêtrement ajoute à la complexité structurelle du monde. Ce penchant des nations, si on comprenait ce mécanisme, ça serait simple parce que il est clair, il est d'une clarté, d'une limpidité incroyable, quoi, cette évolution. Ce penchant des nations, mais bon, et voilà, il faut que si ça monte pas encore à la conscience, c'est qu'il faut pas que ça monte encore à la conscience, et que ça doit prendre son temps pour arriver à la conscience, c'est tout. L'humanité a toujours raison. Si avant l'heure, c'est pas l'heure, voilà, c'est tout. Et tant que c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Quand les choses doivent être comprises, elles le sont. Voilà, quand Copernic imagine quelque chose, ou Galilée, et quand c'est pas l'heure, ben c'est pas l'heure. Il faut attendre un siècle pour que ça soit digéré, ingéré, et que la société humaine puisse dire, bon, oui, ok, d'accord, voilà. Dans les années 50, on maltraitait les homosexuels, par exemple, en Europe. Il y avait les jeunes qui, quand ils ne savaient pas quoi faire, ils allaient casser de l'homosexuel. C'était leur, leur, leur truc du samedi soir. Et bon, eh ben, c'était à cette époque-là, les mentalités n'arrivaient pas à passer derrière. Et pourtant, il y avait tout un tas de gens qui défendaient tout ça. Mais le vase communicant n'était pas encore passé. Il faut qu'à un certain moment, la puissance du changement soit plus forte que la puissance des réactionnaires. Les réactionnaires retiennent, et les progressistes vont faire passer. Et là, maintenant, voilà, les lois sont passées, etc., etc. Et dans les mœurs, globalement, on est en train de comprendre que, voilà, chacun sa façon de voir sa sexualité, et il est libre de l'exprimer comme il la veut. Voilà. Donc, elle s'y efforce cependant dans certains domaines qui leur semblent se prêter mieux que d'autres à cette assomption du bien commun. Elles tendent à admettre qu'aucune n'est fondée sauf à se mettre en rupture avec l'ensemble, à méconnaître les maximes à la base de la cohabitation planétaire. Le rapprochement entre l'Est et l'Ouest devrait favoriser cette discipline, mais les remous, qui ne sont pas apaisés au nord, se prolongeront et prendront une vigueur nouvelle dans les relations avec le Sud. C'est exactement ce qu'il se passe. Et encore quelque chose qu'il n'a pas vu, parce que c'était le tout début, l'URSS venait de tomber, l'Occident donc venait d'anéantir l'URSS, et dans sa grande tradition de prédateur, au lieu de faire copain-copain avec la Russie qui sortait exsangue de cette aventure communiste, eh ben, n'a pas trouvé mieux que d'aller piller ce continent russe qui était là, etc., et qui n'avait absolument pas les moyens de se défendre. Ses valeurs étaient tout à fait inaptes à se défendre devant la prédation
du libéralisme, devant la ruse du libéralisme. Il n'était pas assez malin pour se défendre. Donc, ils étaient dans une position de faiblesse, de, de chaos, en somme. Et donc là, l'Occident en a profité à bloc pour stimuler, pour mettre en place, comme elle le faisait en Afrique, des pantins qui sortaient l'argent de ce continent, etc. Et entraînant une vision de l'Occident complètement désastreuse, parce que voilà, ben, ils se sont fait voir, hein, même si c'était extrêmement bien dissimulé. Les gens ne sont pas dupes, ils ont compris ce qui se passait et ils ont appelé voilà, quelqu'un qui allait mettre fin à cet état de choses. Et c'est ce que nous retrouvons avec une autocratie qui s'est constituée derrière cette chose-là. Et le désir prédateur n'est pas sorti de l'esprit de l'Occident, et c'est ce qui fait que nous sommes entrés en guerre à nouveau sur ce continent. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'il y a la même compétition sur la planète. Voilà. On n'est pas encore arrivé à la vision, donc la vision symbiotique d'utiliser le meilleur de chaque système, le meilleur du communisme, le meilleur du libéralisme, le meilleur du religieux, le meilleur de chaque idéologie pour évoluer. Donc, les sociocultures sont condamnées à s'affronter sur un terrain exigu. La proximité éloigne le prochain. Oui, ben c'est bien vu. Voilà donc pour cette vidéo longue et dont l'esprit critique est à fleur de peau, on pourrait dire. Parce qu'en fait, le monde avance comme il peut. Normalement, il n'y aurait rien à dire. Mais cette agressivité que j'ai envers les dominants, envers les dominants politiques, etc., elle est injuste parce qu'ils ils peuvent pas faire autrement. Ils sont constitués pour ça. Ils ont les qualités de leurs défauts. Ça se passe comme ça parce qu'ils ont tout un tas de pressions de tous les côtés, etc., etc. On peut complètement justifier tout ce qui se passe. Il y a pas de... Et en plus, l'humanité doit à ce moment-là passer par cette confrontation entre l'OTAN et la Russie, par exemple, l'OTAN et la Chine, etc., etc. On doit passer par ce modèle-là. Il n'y a pas d'autre issue si c'est celui-là que le chemin emprunte. Mais l'évolution a besoin de l'esprit critique. Donc d'une critique qui, même si elle est injuste, est fondamentale. On doit critiquer ce modèle, même si on doit le comprendre. Voilà la chose. C'est en fait le niveau. Il faut avoir. En fait, pour bien faire, il faudrait avoir deux qualités, c'est-à-dire l'empathie et la compréhension donc l'indignation, l'empathie et la compréhension de la complexité. Voilà, avec ces trois points forts, eh bien, on peut arriver à critiquer tout en comprenant et voilà, et en enlevant les hommes en eux-mêmes, parce qu'ils ne sont que des hommes, comme nous ne sommes que des hommes. À leur place, on ferait la même chose, vraisemblablement. Et donc, voilà, on ne peut pas... on doit avoir une absolue tolérance vis-à-vis de tout ça. Mais, en même temps, c'est légitime de
de rouspéter quand on sait que ça maltraite, ça tue de nos frères humains, c'est cet aveuglement, ce, ce, ce- ce faible niveau de conscience est, est, est extrêmement criminogène, quoi. Voilà. Voilà. Bon, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.